Salut, c'est Lovelight. Aujourd'hui, j'ai une incroyable collection devant moi. Vous voulez savoir de qui on va parler? Je crois que j'ai trouvé, mon cher Alex. Aujourd'hui, on parle de Leica. Aujourd'hui, on parle de Leica. Pour nous parler de cette marque emblématique, on reçoit Laurent Pidancet. Laurent, bonjour. Bonjour Alex. Laurent, tu t'occupes de la Leica Academy. Tout à fait. Et tu transmets la bonne parole à travers la France essentiellement pour tout ce qui est Leica. Oui. Tu as eu la gentillesse de nous amener tout ça. On a également autour de cette table Alban. Salut Alban. Ça va, Alex? Que je te vois rêveur. Non, bah alors, un, je suis rêveur. Et deux, tu nous as eu la gentillesse de nous amener tout ça. Non, Ouais. tout ça, c'est l'histoire de Leica, C'est quelque vrai. part. Et Et c'est un peu l'histoire de la photo, du coup. c'est l'histoire un peu de la Et c'est un petit peu l'histoire de la photo. Alors, on va parler de cette marque emblématique qui a démarré il y a très longtemps. Je crois que si on a la chance d'avoir cette marque au départ, c'est parce qu'en fait, il y avait des compétitions dans la science. Tout à fait. Hein, on avait le boom de la science dans 1849, 1850. Ouais, c'était le milieu du siècle où il y avait les sciences, l'infiniment petit, l'infiniment loin, l'astro, la microscopie, toutes ces choses-là, la biologie. Ouais. Et donc, on avait des personnes qui s'intéressaient à l'optique, Oui. en particulier. Donc, comme tu viens de dire, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et on a une personne qui est finalement le fondateur de cette marque qui ne s'appelait pas Leica pour commencer. Tout à fait. C'est une fondation qui avait été créée par un institut d'optique qui avait été créé par Karl Kellner. Et cette personne a décidé de mettre en œuvre toutes les possibilités techniques et optiques pour aider les scientifiques à progresser dans leur spécialité. Et tous les grands noms de la science ont utilisé des outils Leica, donc Leitz à l'époque. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il est décédé, ce monsieur, Leitz est arrivé. Tout à fait. Il a été embauché dans cette entreprise. Oui. Et quelques années après avoir été embauché, il prend la tête de C'est l'entreprise exactement ça. qui s'appelle Leitz. Tout à fait. Hein, c'est parti. Et là, on démarre avec la marque Leitz et l'entreprise Leitz aux alentours des années 1869. 1869, c'est ça. Voilà. Et tu viens de parler d'une personne qui arrive après derrière, qui est très intéressante. Enfin, il se passe plein de choses, donc il fabrique de l'optique. De l'optique, beaucoup de microscopes. Hein, c'est un des plus gros fabricants mondiaux de microscopes à l'époque. À l'époque, la société emploie entre 5 et 10 fois plus d'employés qu'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui vraiment est important. Et elle fait aussi des optiques pour les chambres, puisqu'à l'époque, c'est des chambres en bois. Et elle fait aussi des lunettes astronomiques, des lunettes terrestres, des choses comme ça. C'est ça, il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, c'était vraiment encore des chambres photographiques. Tout à fait. Et on a quand même, justement, l'arrivée d'un appareil. Leica va se servir, entre guillemets, des compétences d'une personne. Alors, il y a les compétences d'une personne et il y a les avancées technologiques et scientifiques liées à la photo. C'est pour ça qu'on dit que Leica participe on va dire, des avancées historiques de la photo. C'est les inventions aussi des frères Lumière et de George Eastman Kodak qui a inventé le film souple. Et avec ce film souple, le cinéma des frères Lumière, qui utilise un film 35 mm. Et ce film 35 mm est exploité ensuite par Oscar Barnack, qui, lui, est l'inventeur de cette petite boîte magnifique qui va devenir le Leica, puisque le mot Leica vient de la contraction du mot Lights, caméra. Donc c'était l'appareil photo de Monsieur Leitz. Est-ce que c'est celui-là? Alors, c'est le premier là-bas à gauche. Voilà, ça, c'est pas le Our, c'est pas le prototype du début. On l'a à l'image. Mais c'est une réplique, celui-ci, du Leica 0, donc qui. Le Leica 0, je l'ai dans les mains. Quel âge il a cet appareil? Voilà. Alors, celui-ci, c'est une réplique, mais celui-ci, donc, il date de 1916, 20, à peu près. C'est un appareil qui a été fabriqué, qui a une vingtaine d'exemplaires. Et M. Leitz, justement, l'a pris pour partir en voyage aux États-Unis et en revenant a été séduit par l'utilisation de cet appareil qui lui a permis, sans être un vrai professionnel de la photographie, de l'emmener partout, alors que jusque-là, c'était des chambres. Et donc, on ne pouvait pas les emmener partout. Il fallait être un féru en photographie pour pouvoir trimballer une chambre en bois lourde et puis tout ce qui allait avec, les plaques. Là, on avait ça dans la poche, c'était magnifique. Oui. Et c'est donc ce patron-là qui est le fils du créateur. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon iPhone. Je suis désolé. Oui. On se rend compte que. Oui, c'est ça. Juste vous montrer un peu la différence. Voilà. Et
Tac. Et donc, M. Leitz, c'est lui qui a pris tout ça sur ses épaules et qui a décidé, avec Oscar Barnack, de le faire travailler dessus et de sortir en 1924 le premier Leica 1, qui lui a été commercialisé. Et ça, souvent en opposition avec beaucoup de ses employés, les ingénieurs et autres, qui n'étaient pas tellement d'accord. Non, c'est nul. Ils n'y croyaient pas. Ça ne marchera Peu de gens jamais. C'est comme Internet, ça ne marchera jamais. Alors le Leica 1, on le voit à l'image, là Ouais. on l'a Tout à fait. sur l'écran. Et ensuite, donc là on est en 27, hein, c'est ça 24, 24. 24 c'est la foire de Leipzig, 24-25, Ouais. et ça fait un tabac. Et pendant des années, tout le monde se rue dessus. Ça devient l'appareil qui, pour la première fois, permet à des amateurs, entre guillemets, d'emmener un appareil dans leur poche et de faire des photos de vacances, de reportages dans la rue, en voyage. C'est ça. Et quelque chose d'extraordinaire, de marcher, de courir avec, de prendre l'avion et ainsi de suite. À l'époque, il fallait que je dépense combien pour m'offrir un Leica comme ça? Alors, c'était quand même un certain prix parce que, comme Si on aujourd'hui devait essayer de encore. trouver, tu vois, un rapport par rapport Comme aujourd'hui encore, c'est de la micromécanique, donc c'était quelque chose qui était vraiment fabriqué, encore comme aujourd'hui, et on a plein de choses qui vont vous le montrer plus tard, mais ce sont des pièces mécaniques assemblées, donc c'était quand même quelque chose de cher, c'était pas quelque chose, un amateur, entre guillemets, pouvait l'utiliser parce que c'était assez simple d'utilisation, mais c'était pas évidemment à la portée de tout le monde. Ensuite, on arrive à 32, c'est la version 2. Tout à fait. Alors la grosse évolution, en fait, c'est Leica, dès le début, a aussi travaillé sur une invention de cette époque-là qui sert encore aujourd'hui, qui est le télémètre. Le télémètre, c'est une mesure par triangulation, qui sert par exemple aujourd'hui en topographie, qui sert pour les architectes, pour les gens qui font du bâtiment. Oui. Et vous voyez souvent sur le bord de la route des outils qui sont marqués Leica. Et ce fameux petit télémètre qu'on peut T'en as prendre un là-bas, je crois. ici, voilà, Alban, c'est ça. Ce fameux petit télémètre au début qui sert aussi, par exemple, pendant la guerre, dans les tranchées, à voir au-dessus des tranchées. Et ben, ce système de télémétrie qui est utilisé aussi pour les sous-marins, pour pas mal de choses, et ben, est intégré à partir du Leica 2, est intégré dans l'appareil directement, sans perdre de place, et c'est le boîtier que tu as, Alban, le deuxième, où là, le télémètre est intégré sur le boîtier. Voilà, et le télémètre qui est ici. C'est ça. Et à Parce que partir de ce là, moment-là, voilà, juste là. on a des objectifs interchangeables aussi. Ça veut dire qu'on commence à partir de ce moment-là à pouvoir travailler avec plusieurs longueurs de focale différentes. Et le gros problème de l'époque, les gens n'y croyaient pas, c'est que tout le monde, jusque-là, pensait que la photo ne pouvait pas être agrandie avec une qualité suffisante. Et Leica, pour y arriver, a développé des qualités d'objectifs extraordinaires, que moi j'utilise encore d'ailleurs sur des objectifs, sur des appareils actuels, Oui. et qui avaient une qualité extraordinaire, de sorte de pouvoir être agrandi avec l'agrandisseur qu'on a aussi sur le plateau. C'est ça. En fait, à l'époque, il y a pas mal de grands photographes qui s'emparent de cet appareil-là et qui sont souvent des photographes de reportages de rue, donc les Kertész à Paris, les Capa et ainsi de suite. Et puis il y a la guerre d'Espagne, Voilà. qui est le premier gros conflit d'entre les deux guerres et qui permet aux photographes de faire du reportage sur le vif. Ouais. Et Capa en est l'exemple même. Et c'est Capa qui, Qu'on voit après-guerre, l'image là. on Oui. voit l'image, c'est Capa qui, après-guerre, avec Cartier-Bresson et autres, créeront la fameuse agence Magnum. Oui. Et ces appareils-là permettaient, de par leur faible poids, leur faible encombrement, d'être emmenés partout, de pouvoir suivre le photographe partout. Oui, c'est ce Donc que c'est un peu l'invention de la street photographie ou de la photographie de reportage. Ouais, je comprends. Tu sais quoi, ça donne envie vraiment de se reprendre. C'est vrai que l'objet est incroyable. Tu te dis, ça a tellement d'années. Tu remets une pellicule dedans et là, je Oui, c'est ça. te regardais à T'es beau. travers. Ouais. Qu'est-ce que tu étais beau. Ouais, Tu sentais bon le sable chaud. Chaud, ouais, J'avais bon. juste envie de... Alors aujourd'hui, c'est assez rare de voir des objets qui sont encore des outils, puisqu'ils fonctionnent et plein de gens en ont dans leur tiroir. Alors il y a le fantasme de ceux qui valent très cher parce que c'est des numéros spéciaux. Oui. Et vous savez, vous avez entendu qu'il y avait des ventes aux enchères qui avaient, J'ai vu ça. qui avaient eu des prix dingues avec des appareils à 2 millions d'euros C'est ou ça, autres. ouais. Mais beaucoup ont des appareils qui valent entre 200, 300, 400 euros dans des tiroirs qui fonctionnent encore très bien, qui ne sont pas abîmés. Et moi, j'adore utiliser ces appareils. Il y a Ouais. encore quelque chose de magique avec, quoi. Donc ensuite, on enchaîne sur le modèle 3. Oui, le modèle 3, qui est une évolution, en fait,
est un petit peu une révolution, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'avoir des choses, ouais, c'est celui-ci allemand, et on a des choses qui évoluent sur l'obturateur, sur le télémètre qui se rapproche au niveau de la visée, mais surtout, c'est les prémices au niveau métallurgie et fabrication du fameux M3 qui sort en 54. Alors, un petit intermède, cet appareil a été un des appareils les plus copiés de tous les temps. C'est à l'époque, avant que tous les Japonais arrivent sur le marché avec des réflexes. Et qui copiait qui? Chaque marque japonaise copiait ce genre de produit. Vous avez ici, je vous ai amené un petit Nikka, par exemple, avec une optique Nikkor, qui date des années 40. Vous aviez Canon qui en avait un aussi, avec une monture à vis. Et tout le monde avait sa copie du Leica. Ah la vache, mais alors quand il copiait, genre... C'était une copie conforme, tout à fait. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc c'était bien pour montrer aussi que Leica était en avance sur tout et restait le modèle à essayer d'égaler. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas une demande, au fait, juste on le rebadge avec notre marque à nous et basta. Non, c'est une copie. Basta, Non, c'est comme ça. c'était des copies. Alors il y avait toujours des petites choses qui faisaient qu'il n'y avait pas de procès ou autre, ou enfin ils se débrouillaient, mais c'était compliqué. Et ensuite, eux sont très vite passés au réflexe dans les années 50-60. Et donc nous, on a justement sorti ce fameux M3 qui lui est la base de tout ce qui se fait encore aujourd'hui, de par son numéro, son nom. C'est celui qu'on voit à l'image. C'est le fameux M. Ouais. Et le M pour Messuker, c'est-à-dire le fait d'avoir un télémètre avec une beaucoup plus grande base que l'époque du 3 et du 2 et du 1. Et on a un usinage du boîtier qui est différent. Et pour la première fois, on a une baïonnette, donc pour changer les optiques beaucoup plus facilement. D'accord. Voilà. Et c'est là qu'on voit apparaître des reporters, comme justement on voit à l'image actuellement. Duncan. Tout à fait, voilà, Duncan. Et puis vous avez tous les grands de la photo. À l'époque, une photo de reportage ou de news sur deux est faite, avant l'arrivée des réflexes, est faite au Leica. Il y avait Rolleiflex avec l'appareil moyen format 6.6 et il y avait le Leica. Voilà. Il y avait le Leica, c'est ça. On continue. Alors dans l'histoire, très rapidement, on passe aussi au réflexe dans les années 60, en 64, donc 10 ans après le M. Le M3, lui, est la base de tous les appareils M qu'on a encore aujourd'hui et ressemble étrangement au dernier M numérique, et dans la forme et dans l'esprit. Combien de différences, rappelle-nous, entre les deux, donc on a 70 ans. Non. Mais non, oui, 70, oui. On a 70 ans et donc on a des produits qui sont très très similaires avec des proximités dans la démarche et ça reste des produits très solides, très compacts, très légers. Aujourd'hui, un M11 est l'appareil avec 60 millions de pixels le plus léger du marché, puisqu'on a un appareil qui fait moins de 500 grammes et avec certaines optiques, on est en dessous largement du kilo avec l'optique. J'étais en train de me dire, ok, lequel est le plus lourd? J'y arrive pas, en fait. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, le réflexe, ça a été un long moment aussi. Et là, il y a un clin d'œil à faire parce que dans la partie réflexe, qui démarre avec le Leica Flex, on arrive sur les derniers avec les R5, R7 et ainsi de suite. Et c'est ce qui amène aussi à l'arrivée du numérique chez Leica. Qui était assez avant-gardiste aussi. Je vous ai amené ici un appareil qui a été le premier hybride au sens propre du terme. Oui, alors Alex, je t'avais promis une surprise. Donc ça, c'est le premier Leica numérique, entre guillemets, au très haut de gamme, avec le côté hybride, c'est-à-dire le fait qu'en fait, il était capable de faire soit de l'argentique, soit du numérique, il suffisait uniquement de changer le dos. Donc en changeant le dos, on avait soit un appareil argentique, soit un appareil numérique. Là, c'est quelle année ça? Ça, c'est 2005. 2005. D'accord. Et ce sont les prémices du numérique ensuite chez Leica, et en moyen format, et en M numérique. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'était des appareils, c'était les débuts du numérique, donc c'était un peu compliqué à imaginer, c'était un peu encombrant. Tout le monde ne croyait pas au numérique, c'était pas encore, on était en 2005, tout le monde pensait que l'argentique allait bien rester. Aujourd'hui, on se rend compte que l'argentique revient, mais il y a eu 10-15 ans où l'argentique avait quasiment disparu. Certaines chaînes de prod chez Kodak ou autres avaient carrément fondu les plombs et
on est revenu à l'argentique depuis 5-6 ans, mais concrètement, ce sont des boîtiers qui étaient des boîtiers un peu expérimentaux, on va dire. Voilà. C'est ça. Mais on avait déjà des capteurs avec des définitions élevées. En 2005, on était sur des définitions de 8 millions de pixels. 8 millions de 8 pixels. millions de pixels là, sur celui-là. Alors, revenons au M numérique, parce que finalement, ça nous amène sur la partie Tout à fait. M numérique qu'on voit à l'image. On l'a là, hein, je crois. Alors, le M numérique, c'est celui que... Comme ça. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est le M numérique. Le gros boom, il a été fait avec celui-ci qui est le M9, d'accord. Le M9, c'est donc 2009. Cet appareil-là, il y en a énormément sur le marché qui encore sont très utilisés aujourd'hui. C'est un appareil qui avait 18 millions de pixels avec un capteur full frame, donc un capteur complet. Et en fait, ce boîtier-là a eu pour lui de démocratiser le K36 chez Leica en termes de numérique. À l'époque, pour comparer, vous avez un boîtier chez Nikon qui fait à peu près 2 fois le poids du Leica M9 et qui fait à peu près 2 fois moins de définition au niveau du capteur. Ok, le numérique, très bien, mais ça n'empêche pas que Leica continue en argentique, et notamment le dernier qui continue à être fabriqué, c'est le M6, Alors, qu'on voit à l'image. tout à fait, Alex. Il y a le M6, mais il reste depuis plein d'années le MA et le MP, qui sont des appareils mécaniques purs et durs et argentiques. Le M6 vient d'être réédité. C'est un petit clin d'œil à l'histoire, parce que le M6 a vraiment été l'appareil que tout photographe rêvait d'avoir, et que beaucoup de photographes professionnels, en Canon, en Nikon ou dans d'autres marques, avaient comme deuxième boîtier dans leur sac au cas où, et puis pour avoir quelque chose de léger et de peu encombrant. Oui. C'est surtout la force du Leica. Le Leica, c'est quelque chose de léger, pas encombrant, qu'on glisse dans une veste et qu'on peut emmener partout. Oui, c'est ça. Et alors, ça, c'est le Leica série M, en fait. Mais on a aussi un autre appareil que l'on voit là. Alors, lui, il est un peu moins... un peu moins léger. Un peu moins léger. Pas compact. On est bien d'accord. Ouais. En fait, ça, c'est pareil, c'est le jusque-boutisme de la marque que j'adore. C'est le fait de dire on va explorer tous les champs possibles de la photographie et amener ce qu'il y a de mieux aux photographes. Donc, en même temps que le M9, donc, et en 2009, Leica a décidé, quand on voit le look, on se rend compte qu'il y a une proximité avec les anciens R, justement, R8 et R9. Et on a parlé du DMR, et si on regarde les deux ici, il y a vraiment une cousinade. Et on a donc sorti ce fameux moyen format. Et la série S est une série vraiment à part, avec un niveau d'encombrement pour un moyen format qui est très petit, des optiques de dingue, avec toutes des ouvertures supérieures à ce que Eblad et Phase One faisaient. Ouais. Et il perdure encore, on en est à la 5e version. 5e version. Voilà. S3, on a passé par le 06, le 07, le 2 et ainsi de suite. C'est ça. Et on arrive quand même sur quelque chose de très important. Alors, qu'on voit. ça, c'est pas important pour tout le monde. Pour moi, ça l'est. Parce que moi, ça, c'est vraiment un objet que j'ai adoré. C'est pareil, c'est un jusque-boutisme. Leica était sûrement peut-être trop en avance, mais le Leica T, c'est une vraie révolution. C'est d'ailleurs le début d'une grande histoire, c'est le début de la monture L. Donc cette monture L, c'est celle qui est encore aujourd'hui utilisée sur les SL, SL2, SL2S. Donc c'est le début d'une grande histoire avec cette monture. Mais c'est surtout un nouveau concept. En 2014, ce boîtier avait plein de choses révolutionnaires. C'est un boîtier qui est un boîtier monobloc, taillé dans la masse. Donc on part d'un morceau d'aluminium et on vient là-dedans usiner un petit boîtier ultra léger, tu peux me qui fait pas plus de 80 grammes, dans lequel sont vissées toutes les pièces, le capteur et ainsi de suite. Et ce boîtier était un boîtier APS-C. D'accord. Avec un capteur de 18 millions de pixels. Ouais. Il a ensuite été upgradé pour avoir un 24 millions de pixels. Mais ce boîtier, il avait quelque chose d'unique, c'est que c'était un monobloc fermé par un écran. C'était le premier appareil avec un écran tactile assez géant. Et puis, donc, il y avait des similitudes avec la téléphonie. Et puis surtout, il avait plein de petites choses assez intéressantes. C'était le premier boîtier qui avait de la mémoire interne. D'accord. Donc, on n'était pas obligé de passer par une carte. Il y avait un emplacement de carte SD, mais il y avait de la mémoire interne. Et c'est le premier qui communiquait avec un téléphone de façon permanente. Donc, c'était avant-gardiste aussi. Voilà. 2014. 2014. 2014.
Et là, je l'ai mis avec un petit viseur très ancien des années 50. Oui, alors, voilà. Et c'est mon côté mélanger les styles et mélanger les époques. Ouais, tu t'es servi en fait de la griffe. Ah Voilà. non, tu l'as. Oui, d'accord. On met une griffe. Et ce que j'aime beaucoup chez Leica, c'est la possibilité, parce que les capteurs sont travaillés de façon bien spécifique pour nos vieilles optiques à nous, eh ben, la possibilité de mettre plein d'autres optiques. Et comme on l'a déjà dit, eh ben, moi j'aime bien mettre mes optiques que j'ai en collection à la maison, des optiques Nikon, Pentax, Par exemple. ou mes vieilles optiques Leica qui sont extraordinaires. Et là, Alban, devant toi, Eh oui. voilà, sur mon SL2, tu as ma dernière parce que j'ai acquisition. le SL2 personnel de monsieur. De monsieur. Et Alors, dessus, SL2, pour rappeler, c'est... Alors, c'est intéressant parce que ça nous amène justement sur la série SL. SL, voilà. Et- SL 2015. Ouais, à peu près Ouais, c'est 16, 17. 2016. Voilà. Et Et là, là, regarde ce qu'il a fait. Ah là là. SL2, et dessus, une optique il y a quelques années. Ouais, qui a 60 ans. Voilà, c'est tout. Ah là là. Et Incroyable. qui était tellement extraordinaire à l'époque qu'encore aujourd'hui, elle est magnifique. Et donc, ces optiques-là, eh ben, elles pouvaient être mises aussi sur un Leica T. Ça veut dire qu'on avait quelque chose qui était assez marrant, mais aussi techniquement très bon. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre comme ça une optique avec un boîtier ultra dernière génération, ultra high-tech, avec une optique ancienne et avec un résultat de dingue. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime. Et surtout, ce que j'aime, c'est pouvoir utiliser ces optiques pour ce qu'elles ont de bon, c'est-à-dire leur signature spécifique à C'est ça. chacune, Ouais. comme si j'utilisais un stylo plume différent ou une couleur différente pour faire mes dessins. Bien sûr. J'écris avec une optique différente à chaque fois. Oui, puisqu'en fait, vous êtes les seuls à avoir un parc d'optique aussi important. Alors, c'est un parc d'optique qui est important en termes de gamme, mais c'est surtout un parc d'optique en termes de design optique, parce que toutes les optiques ont été designées dans une dizaine de versions. C'est-à-dire qu'il y a eu des Elmar, des Summicron, des Elmarit, des Summarex, des Hector, Et donc autant de signatures, justement, Tout à fait. que d'optique. Tout à fait. Ouais. Et alors, on termine, entre guillemets, l'aventure avec ce modèle que l'on voit là. Ça, c'est un vrai best-seller qui est assez dingue parce que c'est aujourd'hui un boîtier qui se vend de façon incroyable. On n'y croyait pas tant que ça chez nous. Et c'est un boîtier qui est pareil, a été abouti. C'est un boîtier qui a été sur lequel on est allé au bout du bout. C'est le seul boîtier. Alors c'est le Q2 maintenant. Oui. Et c'est un boîtier qui intègre des choses assez folles parce que il permet d'avoir un boîtier parce qu'il n'y a pas d'objectif interchangeable, donc il est compact, il est intégré. C'est une optique très très lumineuse, c'est un objectif qui ouvre un 7, mais c'est une optique à l'ancienne. Donc c'est un boîtier qui est un boîtier moderne avec de l'autofocus ultra rapide, une stabilisation d'optique et toutes les sophistications, mais un débrayage complet de la mise au point avec une vraie rampe hélicoïdale. Manuel. C'est-à-dire que là, manuel. Ça veut dire que là, je suis sur un vrai objectif traditionnel à l'ancienne. Ouais. J'ai la possibilité de faire de la macro avec une vraie bague macro qui vient faire monter Ah, une allonge. une allonge, comme si on avait une bague allonge. Tout le bloc optique avance. Donc c'est de la vraie macro. Ouais. Et puis dernière chose assez dingue, c'est le seul boîtier de cette gamme, de ce segment, avec un capteur de 48 millions de pixels, qui a un obturateur central, D'accord. Donc, ça on veut peut faire dire- du flash rapide. flash rapide, synchro à toutes les vitesses, très silencieux et très fiable dans le temps, parce qu'on sait que les obturateurs centraux sont très faibles. La focale, C'est à 28 mm. 28 mm. 1,7. 28 mm, 1.7. Ouais. Ouais. Donc, et ça, c'est un succès. Ça, c'est un succès. C'est un Grand succès. Quelle gamme de prix? On est entre 5 et 6. On 5 est et 6. Ouais. autour de 5,5. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et tout ça avec une signature de l'optique qui le rend unique finalement. C'est ça que tu veux dire? Qui le rend unique et les gens aiment nous dire voilà, moi quand je fais mes photos avec un Q, parce que du coup on est allé chercher des clients qui n'étaient pas habitués à la marque et ce produit a beaucoup démystifié la marque et ils nous disent bah, je fais rien, je traite pas mes images, les images sont tellement comme je les ai pensées, comme je les ai vues que voilà, c'est un bloc-notes extraordinaire. Ouais, c'est ça. Alors justement, ça m'amène parce que tu nous as amené là, les optiques, enfin les verres, où on voit en fait les différentes étapes, puisque vous êtes aussi Tout à fait. vraiment le fabricant d'optique, et là on voit tout. Alors tu peux pour faire simple, hein,
On voit ce tube. Ben, pour faire simple, en fait, on Tout part part de de, là. Alors, on va le laisser là parce que je pense Ouais. qu'avec la caméra juste en face, on part d'un bloc de verre. Hein, on peut appeler ça en rigolant un saucisson, Ouais, une carotte, une petite carotte de verre, dans lequel on va venir, alors à très très haute densité, hein, c'est des verres qui sont très très lourds et très qualitatifs. On vient y couper dedans des petites tranches, et ces tranches, au fur et à mesure, sont usinées avec des dépôts, avec des traitements asphériques. Oui, alors on voit les On peut même aller jusqu'à des verres qui deviennent ensuite apochromatiques pour avoir le maximum de qualité de signal lumineux. Et l'ECA est jusque boutiste justement sur le côté qualité de verre, c'est-à-dire qu'on est intransigeant, on considère que le verre avant tout fait l'image, et que l'électronique, le firmware et autres fera le boulot après, mais on veut à chaque fois avoir le meilleur de l'optique au moment donné. Maîtriser toute la chaîne. Tout à fait. Ouais. On a d'ailleurs une coupe d'optique que tu nous as amenée, où on voit, alors ça c'est unique, hein, ça on pour mon petit camarade. on le voit jamais ça, hein. Ça c'est unique, ce que tu nous as amené là. Alors En fait, ça c'est en plus une référence parce que il fait partie des Noctilux, donc en fait il fait partie de ces optiques qui sont extraordinaires et qui sont au-delà quasiment de ce que physiquement on peut faire. Ouais. On est sur les fameuses ouvertures à 0,95, on est sur des 90 qui ouvrent à 1,2, donc voilà. c'est fantastique. Ça elle est coupée en deux, donc et on voit donc de l'autre côté, si tu le tournes complètement, Alban, Oui, voilà. on a l'optique qui est tout à fait standard. Et là, c'était un 0. Ça, je sais plus, cette coupe, c'est une coupe de Alors, Noctilux c'est 50 mm. Non, 75, 75 à 25. 75. 75 à 25. Ouais. Donc c'est assez. Ça, on le voit jamais, ça. Tu as une collection. Et puis ici, Alex, tu as une autre. Je vous ai amené autre chose. Voilà. Ça, c'est un objectif qui était assez dingue et assez unique, mais c'est surtout, je l'ai amené pour que vous voyez bien la mécanique, c'est-à-dire toutes les petites cams, et vous montrer que c'est vraiment de la micromécanique et de la mécanique de précision. Quand on vient tourner les cams, on a toutes les petites variations sur le tube en laiton. Et ça, c'était pour la petite blague, c'était un objectif unique qui s'appelait le Tri-Elmar. Oui. Il existe aujourd'hui encore en grand angle, en 16, 18, 21, mais à l'époque, il existait en 28, 35, 50, c'est-à-dire que ce n'était pas un zoom, c'était un calcul optique avec 3 optiques intégrées dans la même, tout à fait, et avec un glissement et une mobilité des groupes optiques à l'intérieur, on avait soit un 28, soit un 35, soit un 50. C'est l'orfèvrerie. Exceptionnel. Bon, Laurent, on a fait un petit peu le tour, on a un petit peu débroussaillé le terrain, on va dire. On va se retrouver avec toi, mais pour d'autres capsules où on va parler spécifiquement de matériel bien précis, d'appareils photo et d'optique. Un grand merci de nous avoir amené tout ça. Alban, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, moi je suis comme un gamin. Ouais, c'est ça. Non, c'est beau. Quand j'étais plus jeune, le Leica, c'était l'outil, l'appareil photo qui me faisait rêver, et j'en ai pas. Mais en voyant là, je me dis que il est peut-être temps que je fasse quelques économies pour en trouver un. Mais tu vois, moi, plutôt cette taille-là. Et comme tu le faisais avant, quand on a fait le pré-enregistrement, tu l'as mis dans ta poche. Ah oui, moi j'aime bien montrer, je ne sais pas si je peux me lever. Oui, vas-y, lève-toi. Moi, à l'époque, vraiment, cet appareil, j'avais 19 ans. J'ai décidé d'avoir ça parce que je faisais beaucoup d'alpinisme, beaucoup de randonnée et autres. Et d'ailleurs, c'est celui-ci, mon appareil. Ouais. Ça, c'est mon appareil de l'époque. Je m'étais endetté sur 4 ans pour l'acheter. J'avais de l'Olympus à l'époque, qui était déjà petit, mais avec des optiques plus grosses. Et pour moi, l'idéal de ce boîtier, c'est d'avoir un boîtier qu'on met dans une poche de jean. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est vrai. Donc ça, c'est en fonction de ses désirs, de ses besoins, ça peut être quelque chose de 50 millions de pixels dans la 60 poche. millions, monsieur. Oui, pardon, monsieur. Oh là là. Oui, 60 millions. On n'est pas à 10 millions près. Voilà. Donc ça, c'est des vraies possibilités de considérer cet outil comme un outil différent des autres. Bon. Laurent, un grand merci. Vous l'avez compris, on a fait le tour de Leica avec toute l'histoire. Très rapidement, ça pourrait prendre des heures. J'espère que vous avez appris des choses. Abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre automatiquement les capsules que l'on fait. Il y a d'autres capsules sur Leica qui arrivent. J'espère qu'on se retrouve très très vite. Un grand merci. Allez, ciao.